Bonjour, nous recevons Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac. Vous êtes aujourd'hui directeur général de la collection Pinault, par ailleurs très attaché à la Bretagne, puisque vous vivez une partie du temps à Plougasnou, dans le Finistère. C'est une première question un peu intimiste, mais quel souvenir garderez-vous de Jacques Chirac? Vous aviez notamment organisé le 10e anniversaire du Quai Branly sur le dialogue des cultures. Qu'est-ce qui vous aura marqué le plus dans cette grande épopée chiracienne que vous avez partagée un moment? Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le moment où s'est révélé à l'opinion, au public, sa passion pour les arts primitifs, pour les arts des autres civilisations. Ce moment, ça a été l'organisation de l'exposition sur les Taïnos au Petit Palais. Il était encore maire de Paris. Je lui avais proposé, étant en ce moment-là directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, d'organiser une exposition à l'occasion du 5e centenaire de la découverte des Amériques. Et il m'avait répondu en me disant « Il n'est pas question de célébrer cette découverte par les Espagnols. Ça a été un moment tragique dans l'histoire des peuples de l'Amérique. Au contraire, ce que nous allons faire, nous allons célébrer les civilisations précolombiennes, les civilisations indigènes. » Et vous savez, le retentissement qu'a eu cette exposition et le rôle de révélateur des vrais goûts de Jacques Chirac qu'elle a pu jouer. Jacques Chirac s'était évertué à accréditer la légende d'un homme inculte, ne s'intéressant à rien d'autre qu'à la musique militaire. C'était absolument pas la réalité des choses. Jacques Chirac était passionné par les civilisations de l'Asie. Il connaissait la poésie chinoise comme peu d'entre nous la connaissent. Et surtout, il s'intéressait aux arts de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique précolombienne. Grand admirateur du chef d'État singapourien Lee Kuan Yew. Qu'est-ce qui vous a marqué? De quoi êtes-vous le plus fier à l'occasion de votre passage rue de Valois? C'est pas toujours évident d'être ministre de la Culture parce qu'on rappelle toujours l'héritage de Jack Lang. Franck Riester aujourd'hui a un peu de mal à s'imposer. Les budgets sont de plus en plus ténus. Vous, qu'est-ce que vous avez? De quoi avez-vous marqué votre empreinte? Oui, j'aurais naturellement aimé en faire plus et en faire plus longtemps surtout, mais j'ai le sentiment d'avoir bien fait mon boulot rue de Valois. J'aurais eu l'honneur de présider à la création du département des arts de l'islam au musée du Louvre. J'aurais présidé à la création du centre Pompidou-Metz, à la création du Louvre-Lens. J'aurais mis en œuvre, grâce au soutien du Parlement, une grande loi, la loi sur le mécénat et les fondations, loi du 1er août 2003. Quand on examine tous les domaines de responsabilité du ministère de la Culture, on se rend compte que dans chacun de ces domaines, voilà, j'ai posé ma pierre à la construction de l'édifice. Vous avez été également président de TV5 Monde, qui est aujourd'hui en difficulté. Jacques Chirac lui-même a créé France 24 quand il était à l'Élysée. On a finalement un audiovisuel extérieur un peu émietté. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à regrouper toutes ces forces? Et moi, pour ma part, je crois à l'utilité de TV5 Monde. Je crois à l'utilité d'une chaîne créée à l'initiative conjointe de la France, de la communauté française de Belgique, de la Suisse romande, du Québec également. Donc d'une chaîne qui fait le pari de la francophonie. Je crois très très important que dans le monde, un programme de télévision qui exploite toutes les ressources culturelles, toutes les ressources également d'information de la francophonie se fasse correctement entendre. Si j'ai quitté la présidence de TV5 Monde, c'est parce que je désapprouvais la création de France 24. J'imaginais qu'il n'était pas nécessaire de rajouter encore une initiative nouvelle à cet édifice et que la France aurait eu intérêt, en s'appuyant sur la Belgique, sur la Suisse, sur le Québec, aurait eu intérêt à faire prospérer cette idée de chaîne francophone. Vous avez été à la tête du château de Versailles ensuite. Qui de vous, Jeff Koons ou Sofia Coppola, a apporté le plus à la légende de Versailles? Déjà, ce sont les historiens qui le diront. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de bonheur à diriger le château de Versailles. J'avais déjà, comme ministre de la Culture, engagé un grand plan de restauration des décors historiques du château, le schéma directeur du Grand Versailles. Donc, comme président de l'établissement, ensuite, j'ai eu la joie de mettre en œuvre une partie de ce plan de restauration du patrimoine. C'est combien de visiteurs par an?
Versailles. 8 millions. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être entre 8 et 9 millions, hors naturellement effet de la pandémie qui vient de frapper le monde. Mais en temps ordinaire, le château accueille environ 8 millions de visiteurs par an, ce qui en fait l'un des monuments les plus visités de la planète. En tout cas, à Versailles, j'ai tenté de mettre en valeur le patrimoine, de le restaurer, et par ailleurs également, parce que c'est chez moi une conviction très profonde, d'ouvrir ce patrimoine à la création de notre temps. Alors vous êtes aujourd'hui directeur général de la collection Pinault. Vous avez accompagné François Pinault pour la création plutôt la décoration et la création du musée du Palazzo Grassi. Vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche vénitienne de François Pinault et ce qu'il en est aujourd'hui finalement? Combien d'œuvres? Qu'est-ce que vous avez fait? François Pinault constitue depuis une trentaine d'années maintenant une collection d'art moderne et d'art contemporain. De plus en plus, il a quitté le domaine de l'art moderne, donc de l'art historique du XXe siècle, pour s'intéresser à la création de notre temps, donc à la création strictement contemporaine. Très rapidement également, il a eu le désir de montrer cette collection au public. Il avait un moment caressé le projet de créer un musée à Boulogne-Billancourt, sur l'île Seguin. Compte tenu de la complexité administrative de la situation, ce musée ne s'est pas fait. À ce moment-là, en 2005, François Pinault, constatant que le Palazzo Grassi, qui avait été créé comme lieu d'exposition par Fiat, était vacant, on a fait l'acquisition, s'est installé à Venise, a ouvert ensuite un deuxième site à Venise, à la Pointe de la Douane, ce magnifique bâtiment historique qui est l'un des symboles de Venise. Mais Punta della Dogana. Punta della Dogana. Et donc, il a toujours également déclaré que si un jour les circonstances le permettaient, il reviendrait également en France pour créer un musée à Paris. Ce musée est désormais en cours de réalisation dans l'ancienne bourse de commerce, rue du Louvre à Paris, bourse de commerce qui ouvrira dans quelques mois. À ce moment-là, François Pinault disposera d'un véritable réseau européen avec 2 musées à Venise et un musée à Paris. Et pour autant, il est toujours très, très attentif à ce qu'il peut faire ailleurs, hors les murs, hors ses propres murs. Il y a 2 ans, il présentait un ensemble d'œuvres de sa collection à Rennes, cette Bretagne qui lui est chère, au couvent des Jacobins, devenu palais des congrès de la ville de Rennes. Ça, c'est l'exposition que vous deviez présenter sur le noir et le blanc, c'est ça? Le noir et le blanc dans la collection, Pinault. Et en effet, c'est un sujet qui croise vraiment le goût le plus profond de François Pinault, qui est un goût du dépouillement, un goût sans doute très, très austère et donc très, très breton. Mais cette exposition a été reportée à l'année prochaine pour une raison que chacun comprendra, à cause du Covid et de la pandémie. Comment organisez-vous votre vie? Vous baladez entre Miami et Francfort, Paris, Londres pour essayer de saisir les tendances de l'art contemporain. Et par ailleurs, est-ce que le mécénat est beaucoup plus difficile à faire vivre en France qu'ailleurs? Il y a peu de fondations finalement. Tout d'abord, sur le mécénat, la loi de 2003, que certains veulent bien appeler la loi Yagon, a considérablement facilité la pratique du mécénat, puisqu'elle a disposé en faveur des mécènes de possibles réductions d'impôts qui incitent à la pratique du mécénat, sans pour autant que le mécénat devienne, comme certains l'ont prétendu, une niche fiscale, puisque celui qui donne au titre du mécénat finit toujours par dépenser plus d'argent que s'il ne faisait rien. La pratique du mécénat aujourd'hui, naturellement, se porte plutôt bien dans notre pays, avec là aussi toutes les incertitudes liées à la dégradation de la situation économique. Quant à ce qui est de mon activité, je suis naturellement très, très attentif à tout ce qui, dans le monde, peut se faire en matière de création contemporaine, mais François Pinault lui-même le fait de façon très, très assidue. Aujourd'hui, alors qu'il a passé les rênes de ses affaires à son fils, à François-Henri, il consacre beaucoup de temps à l'art, beaucoup de temps aux artistes, beaucoup de temps à la visite des galeries et des musées. Mais nous sommes attentifs à tout ce qui se passe dans le monde, sans pour autant oublier que nous avons des racines. Pour ma part, mes racines, elles sont désormais, parce que j'en ai fait le choix, en Bretagne. Elles sont à Plougasnou, elles sont sur le territoire de Morlaix Communauté. Comment au départ, c'était plutôt l'hôtel des Bains à Locquirec. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à Plougasnou?
Écoutez, tout d'abord, j'ai fait la découverte de l'Hôtel des Bains, je crois que c'était en 1996. Il venait d'ouvrir à la faveur d'une marche qui m'avait conduit de Paimpol à Morlaix. Tous les soirs, je m'arrêtais dans un hôtel et à la dernière étape, je me suis arrêté dans cet hôtel de Locquirec qui venait d'ouvrir. J'en ai fait mon lieu de vacances. Pendant une dizaine d'années, j'y suis venu très, très régulièrement. Que faisais-je les jours où il faisait un peu mauvais, ce qui arrive rarement, vous savez, en Bretagne? De moins en moins. Pris ou dans des agences immobilières visiter des maisons. Et un jour, j'ai trouvé une maison qui répondait à mes aspirations. Je l'ai achetée. Je l'ai d'ailleurs revendue il y a 3 ans pour acheter une autre maison dans la même commune. Mais vous êtes tellement inséré dans cette commune que vous êtes candidat au municipal sur cette liste, enfin sur la liste de Nathalie Bernard, c'est ça? Tout à fait. J'ai fait le choix, en effet, de m'associer à cette liste de Nathalie Bernard. J'ai pour elle de l'estime. C'est une bonne mère. De surcroît, j'ai la certitude que disposant aujourd'hui d'un peu plus de temps, étant très très souvent à Plougadou, il m'appartient de mettre à la disposition des plouganistes ma compétence, éventuellement mes relations, mon expérience des choses, de façon à ce que cette commune qui en a besoin puisse se développer encore plus. Il fut un temps, vous étiez conseiller régional de Lorraine. Est-ce que, à la lueur des événements récents, du confinement puis du déconfinement, vous êtes favorable à une nouvelle étape de la décentralisation? J'y suis favorable par principe. Je suis foncièrement décentralisateur. Je pense que l'État s'occupe directement de trop de choses. Je pense qu'il y aurait un grand intérêt à déléguer à des collectivités publiques plus proches du terrain une part plus importante de responsabilité, sans pour autant négliger la nécessité pour l'État de garder une mission générale d'impulsion et de coordination. Mais en tout cas, quand j'étais ministre, j'ai beaucoup décentralisé. C'était dans le cadre des lois de décentralisation Raffarin. Par exemple, j'ai délégué aux régions la responsabilité de l'inventaire général et j'ai même entrepris de déléguer ou de remettre à certaines régions des monuments nationaux, estimant qu'elles avaient une capacité plus grande que l'État de les faire prospérer, de les développer. En tout cas, nous sommes appelés à nous revoir puisque vous nous avez fait le plaisir d'accepter de présider la prochaine édition des Victoires de la Bretagne que le Télégramme organisera cette année à Morlaix. Et vous pourrez participer à la sélection de tous les talents économiques, sportifs, culturels de cette région. Merci. Merci Jean-Jacques Aillagon. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud, qui sera Paul-François Paoli, journaliste au Figaro littéraire. À très vite.